Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Juliette Briens, bonjour à tous les auditeurs qui nous rejoignent. Nous sommes avec Arnaud, Louis Rigaudière qui nous a rejoint, Bonjour. Marie Falicon, Corentin Périni et moi-même. Bonjour Juliette, aujourd'hui vous revenez sur cette terrible histoire à Crépol qui a coûté la vie du jeune Thomas. Oui. Alors Thomas, il fait partie de la France calme, la France discrète, polie, cette France des ruralités dont on n'entend jamais parler parce qu'elle travaille, parce qu'elle est à sa place, parce qu'elle ne se victimise jamais. Alors que la qualifier de France oubliée n'est pas si caricaturale. Et encore s'il n'y avait que l'oubli. Par exemple, oups, on a oublié de vous verser 1 milliard d'euros à l'occasion d'un grand plan campagne. Oups, on a oublié de vous faire construire un grand gymnase tout neuf comme celui qu'on a construit à Saint-Ouen. Oups, on a oublié de vous mettre en place des transports en commun de qualité qu'on vous fera payer au rabais pour que vous puissiez vous déplacer facilement partout et rejoindre les grandes villes. Oui, si seulement il n'y avait que ça, mais il n'y a pas que ça. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas oublié les impôts, ils n'ont pas oublié les taxes sur le carburant et ils n'ont pas oublié surtout qu'il restait là-bas quelques coins de paradis à aller démanteler, à aller gâcher. Oui, car l'avantage qu'avaient au moins ces gens, voyez-vous, comme on les avait oubliés, c'était qu'ils étaient peinards. Pas de bobos parigots, pas de clodos qui hurlent, pas de chanteurs de rue, pas d'embouteillage, pas de grandes statues de vulves, pas de manifestations pro-Palestine, pas de tags, pas de salles de shoot, pas de collines du crack, pas de gay pride, mais surtout, pas de racailles. Ah, la vie sans racailles, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on recherche. C'est devenu notre but dans la vie. Parfois, on se rend quelque part, par exemple, en haut d'une montagne à plus de 2000 mètres. Et oui, c'est vous dire à quel point il faut aller loin. Et là, on dit à l'autre, « Attends, t'as vu? Il n'y a pas de racailles. » Et là, généralement, l'autre répond, « Ah, mais c'est ça ce bien-être, c'est ça cette espèce d'osmose que je ressens, c'est ça cette volupté dans l'air, cette incroyable sensation de France, ce parfum de liberté, ce silence d'or, ce merveilleux sentiment d'être chez soi, ce bonheur, ce charme. Il n'y a tout simplement pas de racailles en vue. Et d'ailleurs, vous savez, ce qu'il n'y avait pas non plus dans les villages oubliés, il n'y avait pas de voilés, de djellaba, d'abaya, de bubble tea, de tacos, de kebab, de camps de migrants, il n'y avait pas d'Hidalgo, pas de sapin de Noël en plastique et j'en passe. Bref, une vie paisible, une vie de village, de France profonde, avec les copains en rugby, le PMU avec Jackie au Ricou tous les jours de 11h à 21h30, les gamins à l'école, la bagnole, la boulange, les réservations 2 mois à l'avance pour aller chez le coiffeur, les petits ragots, les amoureux, l'idiot du coin, Jojo qui répare tout au black et les fêtes au village. Forcément, ils se sont dit comment ça, on allait laisser ces gens hors de nos radars, comment ça, on allait les laisser vivre leur petite vie sereinement. Et allez hop, ouverture des vannes, mets-y des tours, mets-y des barres de HLM, comme on dit là-bas. On va leur montrer ce que c'est que la diversité à ces gens miches. Tu vas voir, quelques années de vivre ensemble et ils arrêteront de voter Marine Le Pen. Tout de suite, le témoignage de Jean-Jacques. Oui, moi je suis né dans ce quartier il y a 70 ans et j'ai vu se dégrader au fil des années le quartier et je suis parti du quartier à l'âge à peu près de 25 ans et je suis allé habiter dans un petit village à côté, tout simplement parce que petit à petit la mentalité changeait et puis c'était plus le quartier que j'avais connu, quoi. La Monnaie, c'était un quartier qui était sympathique, mais ça n'a plus rien à voir maintenant, je ne sais pas comment le décrire parce que c'est horrible. La police ne peut plus rentrer, les pompiers ne peuvent plus rentrer, les toubis non plus. C'est infernal, quoi. C'est pas logique qu'on ait un quartier comme ça et laisser se faire dégrader un quartier comme ça, c'est pas logique. Donc je veux incriminer qui? Voilà, c'était hier à la marche blanche pour Thomas. Eh ben, sachez, mon bon Jean-Jacques, que nous comprenons ta gêne. On te sent mal à l'aise, on le lit dans tes yeux, tu es triste, tu es en colère, tu voudrais hurler et pas faire une marche blanche. Mais tu ne veux pas de problème, pas d'emmerde, et donc tu nous dis « je ne sais pas comment décrire ». Mais on a tous compris, Jean-Jacques,
On sait très bien pourquoi le quartier de la Monnaie, ton paradis d'enfance, est devenu un trou à rats. On sait très bien pourquoi les médecins et les pompiers s'en prennent plein la tronche. On sait pourquoi tout est pourri, dégradé, tagué, cassé, puant, bruyant et dangereux. On connaît ton regard et on a compris, on sait. Enfin, on. Quand je dis on, c'est pas tout le monde, Jean-Jacques. À la télé, ils ne savent pas apparemment. Paraîtrait même que t'es un facho. Paraîtrait aussi que Thomas est mort dans une rixe, une bagarre, une soirée qui aurait dérapé. Alors, je foutrais pas un peu de nos gueules. C'est ce que j'entends c'est ce que je vois dans tes yeux, Jean-Jacques. Mais on se dit, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible d'être aussi aveugle? Comme si le petit l'avait cherché, comme s'il avait eu un couteau lui aussi, comme s'il n'était pas juste en train de défendre ses amis, comme si ce n'était pas lui un vrai petit ange parti trop tôt, que tout le monde s'accorde à dire qu'il était adorable, souriant, bon élève, drôle, sympa. Pas de casier judiciaire, dis donc, pas de trafic, pas d'outrage, pas de GAV, pas de dégradation, pas de violence, rien. École, famille, rugby. Et oui, chacun ses victimes, ils ont Naël et nous avons Théo. Ils ont Naël, ils ont Théo, excusez-moi, et nous avons Thomas. Et ils l'ont massacré, un coup dans le ventre, un coup dans la gorge. Il s'est vidé de son sang par terre, entouré de ses potes. L'horreur, le cauchemar. Alors, il n'y a eu aucune émeute pour Thomas, aucun incendie pour Thomas, seulement une marche blanche, calme, silencieuse même. Rendez-vous compte, ces gens se retrouvent victimes d'un épisode des barbaresques en plein milieu de leur petit village. Ils se font assassiner l'un des leurs par des barbares assoiffés de sang, des Français de papier qui étaient venus tuer des Blancs, comme ils l'ont dit dans plusieurs vidéos, et ils n'osent même pas gueuler un peu, ils n'osent même pas un petit slogan, pas même un ça suffit, pas même un plus jamais ça, rien, un lancer de ballon et surtout que tout le monde se taise. Mais c'est qu'on les avait prévenus, s'énerver quand ton gamin de 16 ans se fait égorger, ça s'appelle de la récupération politique, madame. Et ça, c'est insupportable et c'est raciste. Oui, oui, car vous insinuez, alors qu'on ne sait pas qui sont les agresseurs, nous disent-ils. Car c'est ce qu'on nous dit sur les plateaux télé en boucle depuis 3 jours. Attention, nous ne connaissons pas l'identité des attaquants. L'enquête est en cours, il faut prudence garder, raison garder, il ne faut surtout pas supposer, etc., etc. Alors on a quand même 12 vidéos de racailles en jogging TN en train de crier « Oula, sale gouère !» On a des témoignages de témoins oculaires directs qui nous racontent que des racailles de cité leur ont dit qu'ils voulaient tuer des Blancs. On a aussi, il faut bien le dire, notre sens de la déduction, notre sens commun, mais on nous explique qu'on fait des conclusions hâtives, que les agresseurs pourraient venir de n'importe où, qu'ils pourraient s'appeler Arthur ou Pierre-Olivier, et évidemment, on nous ressort la fameuse récupération politique. Alors celle-là, elle nous avait manqué. L'argument le plus bête, enfin l'argument, c'est juste l'inverse. En fait, quand on n'a aucun honneur et aucun argument, on sort l'accusation de récupération politique pour essayer de s'en sortir. Alors c'est minable, oui, bien sûr, mais ça passe. Et puis ça occupe pendant 5 jours le temps qu'on oublie l'affaire, en fait, car c'est exactement ce qu'ils veulent, gagner du temps. Nous demander de respecter évidemment le travail des enquêteurs, d'attendre les informations du procureur, car ils savent très bien que dans une semaine, cette affaire sera remplacée par une autre et que personne ne parlera plus de Thomas, martyr de France, qu'on n'aura pas pu sauver de notre laxisme, de notre abandon, car on a abandonné. Et Roselyne Bachelot de nous expliquer sur BFM TV. Alors oui, écoutez, moi je pense qu'il y a vraiment un problème avec l'école. Vous voyez, c'est évident. Il faudrait revoir si les plages horaires sont adaptées. Voyez-vous, si les méthodes pédagogiques sont les bonnes. Mais oui, tout à fait. Ah, d'accord. D'accord. Donc, en fait, si les chances pour la France de 20 ans viennent à des fêtes de village pour planter des blancs avec des lames de 20 cm, je vous l'explique, c'est parce que le prof de sport était trop souvent absent en deuxième période. Vous voyez, c'est parce que le prof de maths manquait de pédagogie, mais bien sûr. Et c'est quand j'en sens ça, j'en suis sûre que nous ne sommes pas à notre dernier Thomas. Merci Juliette Briens pour cette chronique. Merci de nous rappeler un peu les tenants, les aboutissants de cette affaire, la façon dont elle a été traitée médiatiquement. Marie Falicon, je vois que vous avez pris pas mal de notes. Ouais, non, mais sur l'insécurité, effectivement, je constate avec cette affaire de Crépol, ce drame de Crépol, qu'elle est malheureusement partout. Donc si certains pensaient quitter les villes pour fuir l'insécurité, on constate que ce n'est plus le cas. Cette insécurité va jusque dans nos campagnes. Et moi, je pense au drame, au viol barbare également de Cherbourg,
Cherbourg du 4 août dernier où cette insécurité, donc là c'était pas dans nos campagnes mais était jusque dans nos appartements. C'est vraiment ce parallèle pour montrer que voilà, la violence, je pense, envahit vraiment toutes les zones, jusque notre intimité, voilà, nos campagnes rurales, nos appartements. Moi, ce qui me rend un peu dingue, c'est que cette musique, c'est une musique un peu qui tourne en boucle et qu'on rejoue les mêmes rengaines, c'est-à-dire qu'on incrimine l'école. On ose même sur BFM TV se poser la question de savoir ce qu'est un jeune de cité. C'est comme si personne ne savait vraiment ce que c'était. Alors le supérieur hiérarchique de Juliette, Arthur de Vatrigan, a fait une description très détaillée qui est très amusante, hein, que je vous invite à lire sur Twitter, mais c'est quand même très très énervant tout ça, et puis on sent qu'il y a un petit peu de jeu, c'est un petit peu comique tout ça, parce que vraiment mais c'est un jeu. Alors là je suis totalement d'accord avec non toi, mais voilà, c'est un jeu. pour se départir, pour éviter d'aborder des sujets très sensibles, hein. Vous étiez sur BFM TV Juliette, vous faisiez face à une avocate qui était complètement hors sol, quoi. Mais Pendant 2 heures d'émission, on m'a soutenu qu'on ne connaissait pas les agresseurs. Alors moi, je veux bien. Bon, évidemment, tout le monde sait. Et là, j'ai quand même un peu de mal à comprendre pourquoi on n'a toujours pas de déclaration du procureur, étant donné qu'il y a eu 9 mises en garde à vue, dont 7 sont majeures. Donc 7 sont majeures, on a le droit à un minimum d'informations, dont les prénoms, les communes d'origine, etc., les profils en soi. Donc si les noms, les prénoms ne sortent pas et les profils ne sortent pas, je me pose la question pourquoi. Voilà, pourquoi. Puis, Je pense que ça aurait été plus vite pour une autre histoire. on explique qu'on ne connaît pas les agresseurs, par contre on se paye le droit de dire non mais attention, en fait ils ont peut-être réagi comme ça parce que les pauvres ils sont victimes d'un délit de sale gueule. Mais c'est vrai, ça, les pauvres en fait on avait oublié de les plaindre. Ça a été dit, Oui, oui. été dit, c'est la constante et l'éternelle victimisation de ces gens à qui on trouve absolument toutes les excuses. Et nous, on mérite ce qui nous arrive parce que finalement, on s'est tellement mal comporté vis-à-vis d'eux. Et ça, c'est depuis la colonisation, il ne faut pas l'oublier. Bon, bien sûr, je plaisante, hein, je précise que j'ironise au cas où certains ne comprendraient pas mon ton. Et vous aviez raison tout à l'heure, Juliette, de parler de la ruralité qui est complètement oubliée, je pense, dans les investissements. Voilà, l'État, effectivement, depuis 45 dernières années, depuis 77, a investi quand même, il faut le dire, 100 milliards d'euros dans des plans de banlieue. Enfin, c'est une somme mais colossale. Il n'y a pas de plan campagne. Il n'y a pas de plan campagne, par contre. Et j'ai voulu vous faire écouter ce témoignage de Jean-Jacques parce que, pour moi, il est très symptomatique. C'est-à-dire que on voit, on le sent dans ce qu'il dit, on le sent dans ses yeux. Il a envie d'en dire plus. Il a envie de dire ce qui lui a gâché la vie, ce qui gâche la vie, ce qui pourrit la vie de tout le monde à Romans-sur-Isère et aux alentours depuis des années. Et on sent que c'est là, c'est au bord de son cœur, mais il peut pas parce qu'il n'a pas le droit, en fait, Jean-Jacques, lui, de mettre des mots. Lui, Jean-Jacques n'a pas le droit de se victimiser, en fait. Ça fait partie des personnes qui n'ont pas le droit de se victimiser. Mais il le dit sans le dire quelque part. Il le dit sans le dire, bien sûr, et ça n'a pas été le seul témoignage. Il y a eu peut-être 4 ou 5 témoignages du même acabit hier pendant la marche blanche, où on voyait en fait que les gens, ils étaient bloqués dans leur propre tristesse, leur propre colère, en fait, et qui ne pouvaient pas vraiment exprimer ce qu'ils ressentaient, et ça m'a beaucoup marqué. Mais peut-être que c'est ça qui manque, finalement. Peut-être qu'il faut faire une sorte de coming out, pardon, j'utilise un terme anglais, qu'il faut ressortir de soi et enfin assumer de crier et d'assumer qu'on a la haine, tout simplement, parce que vous n'aurez pas ma haine, etc. En fait, ça va bien 2 minutes, et puis, il faut légitimer cet instinct. Et c'est compliqué, mais alors, au niveau des informations factuelles, Amaury Brelet, qui est un journaliste politique justice de Valeurs Actuelles, a dévoilé que les 7 interpellés avaient tous un profil, je cite, nord-africain, et que si aussi peu d'informations circulent en ce moment, c'est parce que le GIGN a participé à l'interpellation et que forcément ça bloque tout. Donc c'est une affaire assez à part et que le gouvernement a bien senti que le sujet était en train de monter dans la société. D'ailleurs, Alain Bauer était hier sur BFM et a dit que le gouvernement craignait un Naël à l'envers. C'est-à-dire que vraiment, c'est-à-dire que voilà, il y a une certaine population qui se rendrait compte de son insécurité totale et ne s'en prendrait pas comme les gilets jaunes à l'État, mais aux cités, aux racailles, etc. Donc ça peut créer, voilà, c'est un brasier qui est un petit peu inquiétant du point de vue du gouvernement. La France et les Français sont quand même le peuple le plus calme du monde. Et effectivement, si on n'a pas ces informations du procureur, c'est à mon avis qu'ils ont beaucoup de mal à trouver les éléments de langage, parce qu'en plus des prénoms, je pense que, à mon avis, les casiers judiciaires des intéressés doivent être plus longs que mon bras. Voilà, mais comme d'habitude. C'est juste qu'ils ont peur de l'affaire de trop. Elle arrivera, cette affaire de trop. Je ne sais pas si c'est Thomas, mais elle arrivera.
Écoutez, merci en tout cas Juliette Briens pour cette chronique. Merci à toute l'équipe. Je rappelle, Juliette Briens, vous êtes directrice de la communication de l'Incorrect et chroniqueuse. Merci à tous et puis à demain.